Salut à toutes et à tous, c'est Ben pour les recettes ludiques. Aujourd'hui, je vous présente mon bilan du Salon des Scènes 2023. Dans cette vidéo, vous trouverez donc une première partie assez courte sur le Salon des Scènes en lui-même, l'édition de cette année et quelques réflexions autour du milieu du jeu d'une manière générale. Et dans un deuxième temps, je vous présenterai la totalité des jeux que j'ai pu jouer au cours du salon et au cours des soirées éventuellement aussi, puisqu'on a quand même pas mal joué, on était sur place tout du long, donc voilà, je vais vous préciser un petit peu tout ça. J'étais à cette édition des Scènes 2023 du mercredi jusqu'au lundi, donc on a pu vraiment profiter au maximum de tous les gens qui étaient sur place et du salon en lui-même. Édition 2023 des Scènes, donc qui est la première édition qui est réellement post-Covid, puisque en 2022 on avait encore quelques restrictions, notamment sur le prix des passes, la façon dont on pouvait consommer la nourriture à l'intérieur du salon, etc. On était encore dans des mesures, on va dire, préventives par rapport au Covid dont on n'était pas encore tout à fait débarrassé, on n'y est encore toujours pas tout à fait débarrassé, mais disons qu'aujourd'hui on a nettement moins de restrictions au niveau des salons, et on est revenu à un nombre de visiteurs tout à fait honorable. On se rapproche même du record qui avait été établi en 2019, 209 000 visiteurs. Cette année, on est à 193 000 visiteurs. On voit qu'on a largement progressé depuis l'année dernière, quasiment plus 50 000. De 2022, 147 000 visiteurs, 2023, 193 000. Donc, énorme progression. Beaucoup de monde à l'intérieur du Messe, donc ça fait plaisir de revoir un petit peu cette ambiance qu'on avait pré-Covid. Beaucoup de monde, ça veut dire aussi beaucoup de jeux, beaucoup d'éditeurs de partout dans le monde, ça c'est super bien du coup. Toute l'Asie est revenue, tous les États-Unis sont également revenus au salon, ça fait hyper plaisir. Pendant le Covid, c'était beaucoup plus timide. Et donc très chouette édition, moi je me suis régalé vraiment pendant ces 4 jours. J'ai adoré passer du temps à l'intérieur du salon, bien sûr. Il y a plus de monde, c'est plus difficile de circuler dans les allées, il y a plus de files d'attente, on va dire, pour jouer aux différentes tables. Malgré tout ça, j'ai trouvé que l'ambiance de cette année était incomparable par rapport aux 2 années précédentes, voire aux 3 années précédentes qu'on avait vécues. C'était vraiment superbe. Moi, je me suis beaucoup amusé cette année. Plus de joueurs, plus d'éditeurs, et donc plus de jeux, forcément. On avait plus de 1200 titres, je crois, qui étaient annoncés dans la preview BGG pour le Salon des Scènes, donc c'est évidemment énorme, c'est un volume de malade, ça augmente, ça ne s'arrête pas, on ne sait pas vraiment où est-ce que ça va s'arrêter d'ailleurs, c'est un constat qu'on peut faire aujourd'hui sur le milieu du jeu. Il y a trop de jeux, je pense que tout le monde partage ce constat, en tout cas à l'intérieur des professionnels du monde ludique. Il y a beaucoup trop de jeux, on n'arrive plus du tout à lire l'offre. La durée de vie d'un jeu qui arrive sur le marché, c'est très court. Si on rate la communication, si on rate un petit truc, le jeu passe totalement inaperçu, et du coup personne n'en entend parler à aucun moment. Les productions ne repartent pas, le jeu ne se fait pas connaître. Voilà, c'est un petit peu dommage. Alors, d'un côté, il y a ce constat un petit peu négatif, il y a trop de jeux, tout ça. D'un autre côté, on peut voir ça de manière un petit peu plus positive. Il y a énormément de jeux, énormément d'auteurs qui se lancent, énormément d'éditeurs qui donnent la chance à des nouveaux auteurs, à des nouveaux concepts. Et donc, évidemment, plus on va brasser, plus on va créer autour du jeu de société, et plus le milieu va s'enrichir, plus on va découvrir de nouvelles mécaniques, de nouveaux fonctionnements, de nouveaux jeux, de nouveaux auteurs en fait, qui ont plein d'idées. Voilà, donc on peut voir ça un petit peu des deux côtés. Moi, ce que j'aimerais, c'est quand même qu'on essaye de canaliser un petit peu l'offre de jeux de société, je sais pas, par éditeur, j'ai pas vraiment de solution, commercialement c'est évidemment un non-sens ce que je suis en train de dire là, mais simplement ça serait quand même beaucoup plus sympathique. On essaye de prendre un maximum d'idées en entrée et ne sortent que des jeux qui sont totalement finalisés, qui sont développés au maximum et tout ça. Évidemment, vous vous rendez bien compte que c'est très idéaliste ce que je suis en train de dire, mais voilà, disons que c'est un petit peu le souhait, le constat que je fais au sortir de ce salon. En tout cas, pour rester sur quelque chose de plus positif, on a plein de jeux et on a d'excellentes surprises. Dans ce que je vais vous présenter, il y a des bonnes choses, il y a des moins bonnes choses, mais sur la globalité, je pense pas qu'il y ait vraiment de jeux que j'ai joué, que j'ai détesté. Allez, peut-être un où vraiment je me suis dit que là il manquait vraiment quelque chose en termes de développement, sinon tout le reste, c'était vraiment des propositions qui étaient tout à fait acceptables. Et on va d'ailleurs commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet de qu'est-ce que j'ai joué à Essen. Premier jeu qu'on a pu jouer après avoir réalisé tous les achats, ramené tous les jeux pour les copains, Ezra et Nehemia chez Garphill Games.
Ezra et Nehemiah, un jeu de Shem Phillips et S.J. McDonald, la classique, le duo de choc comme d'habitude, illustré par Sam Phillips cette fois-ci et non pas Zomiko. Comme beaucoup de jeux de la gamme Garphill, Sam Phillips qui a également illustré d'autres jeux de la gamme, on peut penser aux deux jeux Circadians, également Adrian's Wall et plus récemment Legacy of You. Un style que j'aime énormément d'ailleurs, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, je trouve que le style est très marqué avec des contours très nets sur les personnages, j'aime beaucoup contrairement au travail de Zomiko dont je suis pas trop fan, ici j'aime énormément. Le jeu en lui-même est un jeu pur jus Garphill, c'est-à-dire qu'on va jouer avec des cartes personnages, avec un système d'action, 3 actions, relativement simple, 3 actions qu'on va pouvoir augmenter en fait en fonction des cartes qu'on va jouer. Sur chaque carte on a un petit système de drapeaux, et plus on va avoir de drapeaux de la couleur, donc on a une ligne de 3 cartes, plus on va avoir de drapeaux de la couleur, plus on va pouvoir faire une action puissante grâce à ces petits drapeaux de couleur. On a beaucoup d'interactions positives à l'intérieur du jeu. On a je construis ce truc là, donc toi tu récupères telle ou telle ressource parce que tu te trouves à côté. Je recherche tel ou tel truc. Je donne, en fait c'est donner des cours, hein, j'enseigne la Torah, et donc je donne tel ou tel cours, tu vas récupérer ce truc là parce que t'es en dessous, c'est un petit système de pyramide, et ainsi de suite, voilà. Donc pas mal de choses, d'ingrédients desquels on est déjà familier des jeux Garphill. Je trouve que les graphismes de l'ensemble sont vraiment hyper jolis. Le jeu fait partie de ce qu'on appelle l'Ancient Anthology chez Garphill Games, donc dans lequel on trouve aussi Legacy of You, Adrian's Wall, Raider of Scythia, qui ont pour trait commun d'être illustrés justement par Sam Phillips. Hein. Contrairement aux autres jeux de la gamme qui font partie d'une trilogie, ici on est sur vraiment une gamme particulière. J'ai beaucoup aimé le jeu, j'attends d'en faire une partie complète. On a fait environ un tiers du jeu quand on a joué, évidemment on fait pas des parties complètes à SN, c'est normal. On a vu des petites choses qui nous plaisaient bien, c'est pas ce que j'ai préféré, mais c'était quand même globalement très bien, l'expérience était positive. Le jeu va arriver sur Kickstarter le 18 octobre, donc c'est dans quelques jours au moment où la vidéo sera publiée normalement. Et bah du coup si ça vous intéresse, vous pouvez aller y jeter un œil. Je ne sais pas encore s'il sera distribué en français ou pas. Les jeux de cette anthologie-là ne sont pas forcément tous intégrés chez Pixie, en tout cas pas à ma connaissance, je ne pense pas. Donc voilà, à vérifier, à suivre, et puis bah écoutez, si ça vous intéresse, vous pouvez aller regarder un petit peu plus en détail la campagne Kickstarter. Ensuite, on reste chez Garphill Games et on s'attaque au deuxième volet de la série du Tigre du Sud. On s'attaque cette fois-ci à Scholars of the South Tigris, qui sera traduit en français par Pixie. Donc là, c'est vraiment confirmé, c'est Pixie qui fera la VF, par Érudit du Tigre du Sud. Toujours les deux mêmes compères aux idées, hein, donc Shem Phillips et S.J. McDonald. Cette fois-ci, Zomiko au pinceau, bien sûr, puisque toutes les trilogies, c'est lui qui s'en occupe. J'aime toujours pas tout à fait le style de Zomiko, mais j'accepte de surpasser puisque les jeux sont bons. À l'intérieur de ce nouvel opus, Érudit, donc, on va on prend la suite en fait de Voyageurs du Tigre du Sud. On est toujours quelque part au Moyen-Orient et on va cette fois-ci essayer de faire des traductions de parchemins en différentes langues de l'époque vers l'arabe. Et donc pour ça, on va avoir à disposition 4 actions, donc c'est là où on a un petit peu la rupture avec Voyageur qui était très bac à sable, on peut faire 1000 trucs à son tour. Là, on a 4 actions bien identifiées, bien précises, qui vont réaliser en fait une sorte de cycle, c'est-à-dire que d'abord, on va aller chercher des parchemins sur une sorte de rondelle qu'il y a sur le plateau, donc on va récupérer des parchemins qui sont dans une certaine langue, qu'on va devoir traduire par la suite. Ensuite, on va engager des traducteurs qui traduisent depuis et vers plusieurs langues. Et enfin, on va effectuer la traduction concrète du parchemin de notre choix, qui va se transformer en fait en élément de scoring qui nous sera personnel pour la fin de la partie. La 4e action du jeu, c'est une action qui va nous permettre de monter sur des pistes de couleurs. Il y a au total 7 couleurs différentes, et ces pistes vont nous permettre d'obtenir soit un revenu à des moments précis du jeu, soit des bonus immédiats quand on va passer les différents barreaux de l'échelle.
Le twist du jeu, ça va être la façon dont on réalise des actions. Pour faire les actions que je viens de vous décrire, on utilise des dés. On peut placer 1 ou 2 dés sur chaque carte. On dispose chacun d'un pool de dés, donc on a un petit sachet dans lequel on va aller creuser, on va aller piocher des dés justement, et on va lancer ces dés, donc pour avoir une sorte de puissance de l'action qui servira pas pour toutes les actions, mais qui est quand même intéressante. Mais surtout, on a des dés qui sont soit blancs, soit colorés. Et donc, en faisant des assemblages de dés, notamment des assemblages de dés colorés, on va pouvoir créer d'autres couleurs, puisque les actions sont sensibles aux couleurs qu'on va utiliser. Si je mets un dé rouge avec un dé blanc, j'obtiens un dé rouge. Le dé blanc est neutre, on va dire. Par contre, si je mets un dé rouge avec un dé jaune, je vais obtenir un dé orange. Ce qui fait que je vais faire une action orange, entre guillemets. Et donc, je vais pouvoir réaliser comme ça des mélanges de couleurs qui vont me permettre de réaliser telle ou telle action, monter sur telle ou telle piste de mon arbre de technologie qui se trouve au centre. Voilà. Donc c'est un petit peu tout, le jeu est basé là-dessus, on va dire, c'est ça qui fait l'originalité. Et en plus, on a le petit système de personnages qui eux aussi peuvent avoir des couleurs, que je vais pouvoir placer au-dessus de chaque dé, qui va me permettre en fait de teinter un dé blanc. Donc en fait, c'est comme si j'avais un dé de couleur, juste temporairement pour un tour, puisqu'ensuite les personnages sont défaussés. On retrouve également le système d'influence qu'on avait déjà dans Voyageurs du Tigre du Sud, avec ces petits jetons en forme d'étoile qu'on va pouvoir placer sur les différents éléments du jeu, notamment les cartes, et qui vont faire que dès qu'un autre joueur va interagir avec telle ou telle carte, il va nous devoir un sou, tout simplement, et donc de l'interaction plutôt sympa. En tout cas, moi, c'est un style que j'aime vraiment beaucoup, j'avais beaucoup aimé dans Voyageurs, et ici, j'ai retrouvé un petit peu ces mêmes sensations de je vais envahir les cartes avec mes petits jetons d'influence pour avoir une sorte de revenu en fait au niveau argent, ou en tout cas pour bloquer des endroits très ciblés. Enfin, au niveau du scoring, on a des cartes de scoring qui nous seront propres, donc c'est les fameux parchemins qu'on va traduire, c'est d'ailleurs comme ça qu'on va pouvoir choisir comment est-ce qu'on va traduire ces parchemins, lesquels on va choisir, et puis également un système de scoring qui va délimiter un petit peu les manches, les temps forts du jeu, avec un système de majorité sur les différentes traductions qu'on aura réalisées. Donc voilà, un scoring également très complet et qui a l'air très très sympa. Au niveau de la durée de partie, je sais pas, j'ai un petit peu du mal à me prononcer puisque on a joué, encore une fois, je pense un quart de la partie et donc bah, j'ai un peu du mal de voir à 4 joueurs, allez je dirais, à mon avis, il y en a pour 2 heures, quelque chose comme ça, à 4 joueurs. Il y en a pour moins longtemps si on joue à moins de joueurs, mais voilà. Ça me semble tout à fait raisonnable pour la profondeur qui est annoncée. En tout cas, ça confirme le statut de la trilogie du Tigre du Sud, pour moi, puisque j'avais beaucoup aimé Voyageurs. J'ai beaucoup aimé ce début de partie que j'ai fait sur Érudit. Je ferai de toute façon une vidéo complète sur le jeu dès qu'il sera disponible en français. Et puis, voilà, donc j'aurai l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vous le recommande, je pense que c'est le jeu le plus costaud de la gamme Garphill actuellement, donc il y avait Voyageurs juste avant, je pense que c'était déjà le plus solide, et ben là on est encore un petit cran au-dessus, allez ça se vaut, quelques dixièmes près, mais voilà, globalement j'ai vraiment beaucoup apprécié l'expérience qui m'a été proposée, je vous le recommande chaudement. On a ensuite joué à Aldebaran Duel de Vladimir Sushi, chez Dino Toys. Un jeu que j'attendais pas du tout, à vrai dire. On est allé l'essayer parce que c'est Vladimir Sushi et parce que on s'est dit bah pourquoi pas un jeu à deux. On s'est retrouvé à deux à ce moment-là du salon. Et excellente surprise, on a adoré tous les deux avec mon collègue. C'était super bien. Alors Aldebaran Duel, c'est quoi? C'est un jeu avec une thématique spatiale basée sur une rivière de cartes et des majorités. À notre tour de jeu, soit on va jouer une carte depuis notre main, soit on va récupérer des nouvelles cartes depuis la rivière. C'est joué en 3 manches. Les 3 manches sont divisées en termes de cartes. On a des cartes de plus en plus puissantes. Et l'idée, c'est que sur les cartes, on peut jouer la carte donc soit en tant que telle pour l'élément de jeu qu'elle va apporter, des producteurs de ressources, des planètes, des vaisseaux qui vont graviter autour, etc. Ou alors en tant que ressource. Sur chaque carte, il y a une ressource de disponible et donc on peut défausser la carte pour obtenir la ressource. Il n'y a pas de ressource physique dans le jeu. Et donc, le twist, c'est que on va pouvoir accumuler des productions de cartes, en fait, on va pouvoir faire un petit peu comme à Splendor, vous savez, on accumule des cartes de la même ressource, et en fait, c'est ça qui va nous donner une production de tel ou tel type de ressources. Mais, cette fois-ci, lorsqu'on va poser une carte, et ben même si on a déjà toutes les ressources qui sont nécessaires, on doit quand même dégager une carte de notre main, ce qui veut dire qu'on ne pourra pas tout jouer, quoi qu'il arrive.
On a une limite de cartes en main qui fait qu'on peut pas se contenter de prendre des cartes et ensuite tout poser, bien sûr. Donc il faut surveiller le timing. Et on a un système, et donc c'est plutôt ça le twist du jeu, on va dire, on a un système de grille. Alors, c'est comme une sorte de tableau, c'est ça qui peut rebuter un petit peu, faire un peu peur. Ça ressemble à un tableau Excel, c'est des lignes, des colonnes. Et au milieu, il y a un pion. Ce pion, on va devoir le faire naviguer de manière à ce qu'il arrive dans le carré de notre couleur. On a donc un carré de notre couleur sur les deux coins opposés, en fait, donc le carré à la couleur adverse et notre carré, et les deux carrés qui sont de l'autre côté sont neutres, en fait, hein, il y a un avantage pour l'un, un avantage pour l'autre, et l'objectif, ça va être de déplacer ce petit marqueur justement vers notre carré, contrairement à celui de l'adversaire. Comment on va faire pour ça? Eh ben, on a des pistes sur lesquelles on va progresser en plaçant des cartes de notre main qui vont nous faire avancer sur telle ou telle piste. Il y a une piste qui va diriger le petit marqueur sur l'axe horizontal et une piste qui va diriger le petit marqueur sur l'axe vertical. Bien sûr, l'objectif c'est de le faire bouger le plus possible dans notre direction. Il y a également une piste qui le fait bouger en diagonale avec quelques contraintes. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va obtenir un maximum de points de victoire. Le jeu a un format qui est vraiment chouette, c'est-à-dire qu'il est joué sur environ 1 heure. Je pense qu'on a joué au total 1h30 avec les règles, qui étaient pas très bien expliquées d'ailleurs, mais bon. Bref, les règles nous ont été expliquées, et on a joué, et au total on a passé 1h30 sur le stand, et on s'est régalé, effectivement. Dans le jeu, on a donc le jeu paraît un petit peu tactique de la façon dont je l'ai présenté. En réalité, il y a aussi un axe stratégique, puisque on va avoir un système de marqueurs, de multiplicateurs. En fait, plus on va faire d'éléments d'un type particulier et plus on va marquer de points sur ces types d'éléments. On a également des objectifs qui sont visibles depuis le début de la partie, donc on a un petit peu d'axe stratégique, beaucoup de tactique, mais c'est surtout un jeu qui est très plaisant parce que ça se joue très vite. On a beaucoup d'interactions alors d'interactions indirectes, on va jouer avec les majorités sur ces différentes pistes. Et donc, ben voilà, on a passé un excellent moment. Je l'ai pas ramené à la maison parce que je suis pas sûr que le jeu plaise à Lily, notamment à cause de cette grille qui est, pareil, peut-être un petit peu abstraite, le thème spatial en plus dessus et tout. Voilà, ça fait un petit peu chargé, mais globalement, le jeu est mécaniquement super bien. Vraiment, on s'est régalé, le format est super. Ce qui est intelligent, c'est de l'avoir fait que pour 2 joueurs. Parce qu'au final, on pourrait l'adapter pour 4 très facilement, hein, avec plus de cartes, on utilise des 4 carrés sur la grille et tout. Mais en fait, je crois que ça serait pas terrible au final que ça se passe comme ça parce que ça durerait beaucoup plus longtemps et en fait l'intérêt du jeu c'est justement qu'il est relativement court, 1 heure, il a le bon format par rapport à la profondeur proposée. À 4, le problème c'est qu'il y aura énormément de downtime et donc voilà, moi je suis très fan des jeux qui proposent une configuration qui est la bonne et donc là on est typiquement dans ce cas. Donc même si moi je l'ai pas acheté de mon côté, je vous le recommande chaudement. Aldebaran Duel, je sais pas si ça sortira en français, de toute façon il n'y a aucun texte sur le jeu, vous pouvez trouver ça chez Dino Toys. On est également allé jouer à Pirates of Maracaibo chez DLP Games. Pirates of Maracaibo qui est une version allégée du jeu de base Maracaibo que tout le monde connaît aujourd'hui je pense, d'Alexander Pfister, qui est donc dans la tendance actuelle de faire des jeux plus light, donc de prendre des gros Eurogames et d'en faire des jeux allégés. On a une tendance qui se dessine un petit peu. On a Terra Nova pour Terra Mystica, donc version beaucoup plus light que vous pouvez trouver chez Super Meeple. On a Horizons of Spirit Island qui est une version plus légère de Spirit Island et on a maintenant donc Pirates de Maracaibo, version allégée. Ce que je trouve intéressant dans ces versions allégées, je suis pas forcément le public parce que je préfère les jeux de base. En fait, ça m'intéresse beaucoup plus et j'y trouve tout à fait mon compte, donc c'est pas tout à fait pour moi. Par contre, j'apprécie d'y jouer, j'apprécie de les découvrir parce que je vois que c'est possible de faire des versions plus légères tout en gardant l'esprit du jeu, tout en gardant les éléments qui font que le jeu est ce qu'il est. Et donc ça, c'est vraiment très chouette. On le retrouve aussi dans Pirates de Maracaibo. On a le système où on va faire des tours de plateau. Alors c'est pas tout à fait un plateau circulaire comme dans Maracaibo, mais c'est un petit peu le même principe. On a un système de ressources avec des majorités, c'est plus léger, voilà. On a un système d'amélioration de bateau comme on trouve dans Maracaibo. Et on a également cette piste d'exploration où on va récolter des bonus au fur et à mesure.
on a vraiment les éléments qui font que Maracaibo est très présent dans les esprits, tout en allégeant les règles et en raccourcissant le temps de jeu, puisque les choix sont moins profonds, les règles sont plus légères, puisque on a moins d'éléments, moins de choses qui sont imbriquées les unes dans les autres, et donc ça c'est vraiment très plaisant. On a gardé également de Maracaibo la mise en place bien chiante avec le plateau qu'on va construire avec des cartes, donc voilà. Bon, c'était pour la blague, hein, mais concrètement voilà. Je trouve qu'on a gardé les éléments. J'avais déjà trouvé ça dans Terra Nova. Je trouvais déjà que c'était une super version légère de Terra Mystica. Bah ici, on a la même chose avec Pirates of Maracaibo. Peut-être que ça sortira en français, je sais pas. Je crois que je l'ai vu dans la line-up de Super Meeple, mais j'en suis pas certain. Voilà. Si vous avez eu des difficultés sur le jeu de base Maracaibo, eh ben je vous conseille très largement d'aller sur celui-ci, qui vous conviendra probablement tout à fait. Ensuite, j'ai eu l'occasion de jouer une partie de Amalfi Renaissance. Depuis le temps que j'entends parler de ce jeu, Romain me rabat les oreilles sans arrêt avec Amalfi Renaissance, la version de chez Silex justement. Donc on a pu en jouer une partie, c'est donc lui qui m'a expliqué les règles d'ailleurs. Et Amalfi, donc jeu original de Takeo Yamada, repris par Silex dans une nouvelle édition, on va dire, en tout cas dans une édition améliorée, revue, qui s'appelle Amalfi Renaissance. J'en profite pour faire un petit clin d'œil justement à l'éditeur français Silex, qui est un petit éditeur, qui en fait se spécialise dans une sorte de réédition ou d'édition améliorée de jeux qui existent déjà. Et donc ça, je trouve ça assez chouette parce que il y a vraiment du développement qui est mis dans ces jeux-là sur Amalfi Renaissance. Il y a vraiment du boulot derrière, à la fois sur le gameplay, mais aussi sur le matériel. Il y a déjà Discordia qui était passé. Je voulais vous faire la vidéo et puis en fait, j'avais fait une erreur de règle importante, donc j'ai annulé ce que j'avais fait. Je la sortirai un petit peu plus tard, mais voilà. Sur Discordia, ils avaient déjà amélioré le matériel. Ici, ils améliorent le matériel et ils améliorent beaucoup le gameplay. Romain avait joué à Amalfi, m'avait dit que c'était quand même assez clivant et tout ça. Là, sur Amalfi Renaissance, j'ai l'impression qu'on a réussi à aligner un petit peu tous les marqueurs, à mettre un petit peu tous les drapeaux au vert pour que le jeu, le concept de jeu soit tout à fait ok et soit bien jouable et qui puisse plaire au plus grand nombre. En fait, le jeu, c'est quoi ? C'est un twist principalement, je dirais, parce que sinon c'est un jeu de combo assez classique, un jeu de placement d'ouvriers avec du combo assez classique. Le twist, c'est que vous allez jouer avec des ouvriers qui sont des bateaux. Et ces bateaux, vous allez pouvoir les déplacer dans des petites cases sur votre plateau personnel, des petites cases qui représentent à chaque fois une ressource. Et lorsque le bateau se trouve sur la case ressources, et ben en fait, il représente X ressources de ce type-là. Ce qui fait que vous allez en fait vous servir de vos bateaux, qui sont vos ouvriers quand même, hein, c'est avec ça que vous faites les actions sur le plateau. Vous allez vous servir de ces bateaux comme de ressources. Et une fois que vous utilisez ces ressources, le bateau redevient disponible pour réaliser des actions. Alors bien sûr, pour envoyer des bateaux dans ces petites cases, il faut que vous ayez envoyé un bateau en tant qu'ouvrier sur la case qui va vous permettre de le mettre dedans. C'est ce qui fait que ça va pas tourner en boucle pendant 107 ans, sinon on pourrait se servir des bateaux à l'infini, bien sûr. Voilà. Le twist du jeu est là, tout le jeu est là, le reste c'est du combo, c'est de l'objectif, du scoring sur tel ou tel élément de jeu et tout ça. Ça marche ultra bien, c'est extrêmement joli, vraiment c'est très très beau, c'est très bien fait. En fait, l'illustrateur ou l'illustratrice, d'ailleurs je ne sais pas, je connais pas la nature du prénom, Yurabe Rocinante, que je connais pas du tout, et ben je trouve qu'il y a un travail de fou furieux qui est fait. C'est vraiment c'est super beau, le matériel est incroyable, le plateau central est double couche, les plateaux joueurs sont double couche, les petits jetons en bois sont vraiment très bien, très adapté, de très bonne qualité. Dans l'ensemble, le jeu est extrêmement agréable à jouer, le twist est très sympa. Et puis, on a ce système de combo qui marche très bien, qui est assez classique, mais qui marche très très bien. Au niveau des configurations, ASN, on l'a joué à 4 joueurs, c'était un petit peu long à mon sens pour moi. Il y a un petit phénomène qui se produit, c'est que en fin de manche, on joue 4 manches, en fin de manche, en fait, on va continuer la manche jusqu'à ce que tout le monde ait passé. Ce qui fait que s'il y a un joueur qui se retrouve avec plus d'actions, plus de choses à faire, ben en fait, c'est un peu le syndrome Terraforming Mars, c'est-à-dire qu'il va continuer à jouer tout seul ses actions jusqu'à ce qu'il ait terminé, et pendant ce temps-là, les autres font rien. Bon, voilà, c'est un peu la rançon du succès dans les jeux à combo de ce type-là. Moi, je vous conseillerais de le jouer à 2
ou à 3. J'ai joué à 2 avec Lily hier, elle a adoré d'ailleurs. Donc à 2 ça marche très très bien. Je pense qu'à 3 c'est bien aussi parce que il y a de l'interaction, on va pouvoir se placer sur les actions des autres pour obtenir de l'interaction positive, pour obtenir un petit bonus lorsqu'ils vont réaliser cette action. Moi j'ai beaucoup aimé vraiment dans l'ensemble. J'aimerais y revenir à 4, mais une fois que j'aurai un petit peu plus de parties et que tout le monde aura plus de parties dans les pattes, là on a fait une partie ASN, 4 joueurs, 3 joueurs qui connaissaient pas du tout le jeu. Il fallait qu'on joue assez vite en plus. Bon, c'était pas la partie la plus excitante, mais en tout cas, voilà, à 2 ou à 3, ça doit être vraiment excellent. Je vous le recommande très largement. Je crois que c'est sorti, ou ça va sortir dans les jours qui viennent, Amalfi Renaissance, donc, chez Silex. Ensuite, j'ai pu faire un début de partie de Nucleum. Nucleum qui était certainement un des jeux les plus attendus du salon, de Simone Luciani et David Turzi, chez Intrafin. Nucleum qui m'a à demi convaincu. Alors, de ce que j'en ai vu, c'est un jeu qui est très très chouette, qui marche bien. Je pense que ça va vraiment cartonner. J'ai pas beaucoup de doutes là-dessus. Mais je crois que j'en attendais un petit peu trop. Peut-être qu'on me l'a survendu. Je ne sais pas. Mais en tout cas, j'en attendais beaucoup. C'est un jeu qui est annoncé quand même comme le crossover entre Brass et Barrage. Ça fait beaucoup. Hein, c'est un gros héritage à assumer. Donc j'ai retrouvé beaucoup d'éléments de Brass, effectivement, à l'intérieur. On va activer des bâtiments de notre plateau joueur en utilisant du charbon qu'on va livrer à travers un réseau sur le plateau. On va construire notre réseau et tout ça. Évidemment, il y a des éléments qui diffèrent, bien heureusement, on va dire. Mais j'ai trouvé une grosse filiation avec Brass, évidemment. Avec Barrage, un petit peu moins, à vrai dire. J'ai pas vraiment vu où était le côté barrage. Évidemment, on va pouvoir se servir des turbines des autres en leur payant une petite contrepartie. On a un système d'étoiles pour le scoring qu'on va consommer, sinon c'est perdu. Bon, c'est vraiment border. Moi, je trouve que le côté barrage y est pas trop. Voilà, j'ai pas été emballé comme j'aurais voulu l'être, je pense. J'en attendais beaucoup et je crois que, alors, à mon sens, on n'est pas au niveau de Brass, vraiment pas. Hein. Il faut se sortir cette idée de la tête. Ça reste, je pense, ça va rester un bon jeu. J'attends de faire une partie complète parce que Romain m'a dit que il se passait quelque chose au niveau du scoring. Donc évidemment, j'ai pas eu le temps de voir le scoring. Donc j'attends d'en faire une partie complète pour me forger un avis. Pour le moment, voilà. C'est pas que je suis déçu, c'est que je crois que je suis parti avec des attentes qui étaient trop fortes et du coup, ben voilà, ça m'a un petit peu calmé parce que j'attendais le nouveau Brass en fait et je l'ai pas eu. Donc à revoir, Nucleum chez Intrafin, je reviendrai dessus au moins sur un compte rendu à un moment donné sur un groupe ou un forum quelconque. Ensuite, on a fait un jeu plus léger qui s'appelle The Veil of Eternity de Eric Hong chez Mandu Games. Eric Hong qui était d'ailleurs tout près de nous quand on a joué, on a pu échanger un petit peu avec lui sur le jeu, c'était chouette. Et donc, on a fait cette partie de Veil of Eternity qui était sold out Day 1. Je pense, de SN, ou Day 2 peut-être, mais en tout cas ça a été très très rapide, il n'y en a plus du tout très rapidement, tout simplement parce que c'est un petit jeu de combo de cartes de 30-45 minutes qui marche ultra bien. C'est un jeu de combo avec 5 familles de cartes. Chaque famille de cartes a ses spécialités. Donc il y a une famille qui va vous faire plutôt jouer sur de la défausse, une famille qui va vous faire plutôt piquer des trucs aux autres joueurs et ainsi de suite. Et tous les tours, en fait, on met des cartes au centre de la table et on met 2 fois le nombre de joueurs et on va snake draft en fait 2 cartes. Donc l'ordre du tour est simplement changeant dans le sens horaire et on va snake draft 2 cartes parmi ces cartes au centre de la table. Donc on les prend toutes. Quand on récupère une carte, soit on la dégage pour obtenir l'argent qui correspond, qui est inscrit sur le plateau, en fonction de la famille, c'est différent, soit on récupère la carte dans notre main et on pourra la jouer par la suite avec l'argent qu'on a récupéré. Le twist, le truc qui est intéressant, c'est que on est limité en termes d'argent qu'on peut posséder. On est limité non pas en termes de quantité, de combien on peut posséder d'argent, mais combien on peut posséder de jetons, puisque les jetons ont des valeurs qui sont 1, 3 ou 6. Et donc, on peut posséder au maximum que 4 de ces jetons. Donc si on a 4 jetons de 1, on n'a que 4 thunes, évidemment. Si on a 4 jetons de 6, c'est beaucoup mieux. Mais par contre, le truc intéressant, c'est que quand on paye une carte avec ces jetons, la monnaie n'est pas rendue. Si je paye une carte de 2 avec mon jeton de 6, tant pis pour moi, il y a 4 qui disparaissent. Et donc, tout le truc du jeu, ça va être de gérer justement cette limite de thunes et de faire un petit peu ces allers-retours entre je récupère du pognon, je le dépense pour poser mes cartes et je crée du combo avec les 5 familles de cartes à ma disposition.
Ça devrait arriver chez BlackRock en français dans peu de temps, j'espère. En tout cas, le jeu est vraiment excellent, je vous le recommande chaudement. Attention toutefois, il y a de l'interaction entre les joueurs, de l'interaction forte, de l'interaction directe. On est capable de se voler des ressources et tout ça. Il faut le noter, voilà, on a joué avec Romain et Stéphane de l'EGA. C'est pas forcément des choses qu'il recherche directement, en tout cas Romain c'est vraiment pas son truc, donc voilà, il faut savoir qu'il y a de l'interaction directe dans le jeu. Moi ça m'a pas du tout dérangé sur un jeu de ce format là, et même d'une manière générale moi j'aime bien l'interaction même directe, donc je vous le recommande chaudement, The Veil of Eternity chez Mandu et en français chez BlackRock. On a ensuite pu jouer à Apiary, le prochain jeu de la gamme de chez Stonemaier Games. Apiary qui a un thème assez improbable puisque on va jouer des abeilles de l'espace. Voilà. Comme il y a espace dans le thème, forcément ça m'a intéressé, donc j'y suis allé. Mais il se trouve quand même que ce thème, de toute façon, est tout à fait plaqué, donc on va s'intéresser plutôt au gameplay. Qu'est-ce qu'on fait à l'intérieur du jeu? Et ben en fait, on a des petits meeples abeilles qui sont aussi des dés, c'est-à-dire que c'est des abeilles sur la longueur. Ils traversent le dé de part en part, et il y a des phases numérotées de 1 jusqu'à 4. Ces abeilles, on va s'en servir pour réaliser des actions, on les envoie sur le plateau central, et quand on va sur un emplacement où il y a déjà une autre abeille, on va dégager cette abeille, et le propriétaire la récupère, et en contrepartie, il va augmenter en fait le niveau de cette abeille de 1. Quand une abeille déjà à 4 se fait jarter du plateau, elle meurt, et on place un petit abeille cryogénisé sur la zone correspondante du plateau, on récupère un bonus, et c'est le contour, entre guillemets, c'est-à-dire que dès que la zone est remplie, la partie s'achève. Bon, qu'est-ce qu'on fait comme action sur le plateau? Eh ben, on va aller chercher des ressources et on va dépenser ces ressources dans des tuiles qui vont donner des effets particuliers, immédiats, permanents, de fin de partie, tout ça. On va les dépenser également pour récupérer des nouvelles abeilles, puisque au fur et à mesure elles meurent, donc il faudrait pas qu'on se retrouve à court d'ouvriers à un moment donné. Et on va pouvoir faire des échanges de ressources. Et c'est tout. Et c'est bien ça le problème, c'est que le jeu est globalement très plat. On fait des transformations de ressources sans vraiment faire beaucoup plus de trucs. Alors évidemment, on a de l'interaction dans le jeu. On a de l'interaction positive, on vire les abeilles des autres, c'est intéressant de se mettre à des endroits qui sont un petit peu recherchés, tout ça, pour se faire sortir ces abeilles plus vite, Bref, sympathique. Il y a un système de tuiles avec des bonus de fin de partie qu'il faut aller chercher rapidement et tout. Bon, mettons, un système d'échange de différentes ressources, pourquoi pas. En dehors de ça, c'est quand même très plat, c'est vachement peu excitant ce qu'on réalise comme action à l'intérieur du jeu. Moi, transformer simplement des ressources en des trucs qui apportent des bonus, je trouve ça très simple et pas du tout excitant en fait. Il n'y a pas de tension dans le jeu, c'est-à-dire que il n'y a pas de pression de se dire j'ai besoin de cette ressource-là à ce moment-là, sinon je vais rater tel truc. Non, vous avez plus de ressources, vous retournez chercher des ressources, terminé, c'est tout. Il y a zéro problème. Vraiment, c'est... Pour moi, le jeu, pourtant on y a joué à 4, il n'y a pas du tout de tension, il y a de l'interaction, mais de l'interaction qui est exclusivement positive, et qui, bon bah ok, c'est sympa, on fait évoluer notre abeille et tout ça, mais c'est pas non plus, c'est pas Byzance quoi. Quand on place l'abeille cryogénisée, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on récupère? Des ressources. Bon bah voilà, super. Bon, concrètement, ouais, j'ai trouvé ça très plat, j'en attends peut-être un tout petit peu trop, peut-être que j'attends un jeu expert, je sais pas. Pour moi, il y a des jeux initiés qui présentent quand même une profondeur plus importante, avec quelques axes stratégiques. Ici, en fait, on se contente de tactique, et surtout de vraiment tour par tour. C'est lent, c'est mou, en fait. Et donc, bah, pour moi, il y a des jeux qui font beaucoup plus l'affaire que celui-ci. Si vous aimez l'interaction, notamment l'interaction positive, je place des ouvriers, j'en récupère d'autres et tout, je vous conseille les jeux de la gamme de chez Garphill, les premières trilogies, notamment Pillard de la mer du Nord et Architecte du Royaume de l'Ouest, qui feront beaucoup mieux l'affaire que ce Apiary, qui m'a donc assez largement déçu. En plus, sur le salon, ça valait 90 €, alors là, autant vous dire que c'est vraiment mort de chez mort. En retail, ça devrait sortir à 60 €. De toute façon, quel que soit le prix auquel le jeu sortirait, je n'y mettrai pas 1 €, malheureusement, ça ne m'a pas du tout convaincu. Apiary, donc, je ne vous le recommande pas, passez votre chemin. On a également pu essayer un jeu très abstrait spatial, toujours dans l'espace évidemment. Lume 42 de Vincent Joassin chez Wana Games, c'est le premier jeu de Wana Games. Lume 42 qui est donc un jeu assez abstrait effectivement, où on va s'attacher à collecter et transformer des cubes de lumière sur des planètes de différentes couleurs. Bon, là on est dans l'abstraction atomique, vous allez me dire, bien sûr, c'est effectivement un petit peu le cas. Globalement, la mécanique du jeu fonctionne très bien. On va pouvoir placer des pièces
de notre couleur sur le plateau et on va pouvoir les déplacer pour aller chercher les ressources qui nous intéressent. Je vais me déplacer sur une planète rouge pour aller chercher des cubes de lumière rouge. Je me déplace orthogonalement, c'est un système de tuiles, hein, c'est un quadrillage avec des tuiles qu'on va placer avec des planètes de différentes couleurs. On va l'incrémenter au fur et à mesure, on va en mettre de plus en plus à chaque manche. Et quand je me déplace et que je passe à travers le territoire d'un adversaire, ce qui va forcément arriver, je vais lui donner un point. Il va gagner un point en fait en contrepartie du fait comme une sorte de taxe de passage. Et donc en fait je peux me déplacer n'importe où, je peux aller chercher la ressource que je veux, entre guillemets, mais en contrepartie, je vais donner des points à mes adversaires. Et donc, il va falloir toujours faire une sorte de balance entre est-ce que je vais plus loin ou est-ce que je passe à travers plus de territoires d'adversaires qui vont faire en sorte que je vais leur donner des points, mais en même temps, je vais aller chercher un gros paquet de points, ou alors, je vais pas très loin, je gagne peut-être un petit peu moins de points, mais au moins, j'en donne pas aux autres, et ainsi de suite. Voilà, il y a tout un petit peu ce système de dilemme, il y a également une majorité à la fin. Alors, on gagne des points, comment ? Quand d'autres joueurs passent chez nous, quand on transforme des cubes de lumière qu'on a collectés, chaque fois qu'on les transforme, donc on a deux actions possibles, hein, soit on collecte la lumière, soit on transforme un cube de lumière d'une certaine couleur, pour le verrouiller, entre guillemets, et à chaque transformation, on obtient des points selon la couleur. Et donc, à la fin de la partie, on a également des points pour celui qui a transformé le plus de cubes de chaque couleur, inversement proportionnel au nombre de points qu'on gagne sur les transformations. Le bleu, la transformation, c'est la plus forte, et la majorité, c'est la plus faible. Bon, voilà, globalement, le jeu fonctionne comme ça. C'est pas très difficile à saisir. Je trouve que ça marche plutôt bien. Il y a un système de déplacement sur le plateau où on va se déplacer en orthogonal, mais on a aussi des systèmes de raccourcis qui vont nous envoyer à un bout à l'autre du plateau. Enfin voilà, on a quelques petites choses qui sont assez intéressantes, je trouve. Un système de combat, entre guillemets, où on va arriver sur la même case qu'un autre joueur, on va l'éliminer en même temps que nous on s'élimine, ça nous sort du plateau, on collecte pas de cube lumière, mais on a d'autres petits bonus. C'est le mec en face qui choisit pour la contrepartie. Voilà, c'est pas trop mal pensé aussi. Bon. Je trouve globalement que le jeu fonctionne bien. La mécanique était plaisante, on y a joué à 3, et à mon avis une partie à 3, soit on a joué toute la partie, soit il nous manquait plus qu'une manche, mais on joue pendant 1 heure, 1 heure et demie. Donc c'est pas trop mal, c'est assez contenu en termes de temps de jeu, pour la profondeur offerte je trouve que c'est plutôt bien, et c'est du jeu très tactique, il n'y a pas vraiment d'axe stratégique, il y a des objectifs publics mais qui sont pas vraiment ultra long terme, en fait, hein, c'est le premier à les atteindre, bon voilà, c'est pas non plus très profond, mais simplement ça fonctionne bien en termes de mécanique. Là où j'ai des doutes, c'est que le jeu est super abstrait visuellement. C'est en fait, en voyant le plateau, je comprends que les gens soient rebutés. On est dans du spatial, donc déjà on est sur quelque chose qui refroidit pas mal de joueurs, et on est dans de l'abstrait total, c'est-à-dire que on n'a quasiment pas d'artwork en fait. On se contente d'avoir des planètes c'est quasiment des méga aplats de couleurs. C'est un petit peu trop abstrait à mon sens. Hein. Alors, j'ai partagé les réflexions que je donne là avec l'auteur. Il y a autre chose que je voyais aussi un petit peu, c'est la partie rejouabilité, parce qu'une fois qu'on a saisi la méca, en fait, qu'est-ce qui fait que le matériel va se renouveler suffisamment? On a les objectifs qui vont changer, la grille va être disposée d'une manière différente à chaque fois, mais globalement, on répète quand même les mêmes actions. On a des pions qui sont un petit peu spécialisés à un moment donné, qui ont des effets particuliers. Il y en a 5. Bon, en une partie, on les voit tous. Bon, c'est un peu... Voilà, je trouve que... pas tous, mais presque. Je trouve que voilà, c'est un petit peu limité à ce niveau-là. J'en ai également parlé à l'auteur, donc c'est plutôt cool. Il a réagi, il y a des artworks qui ont été refaits, il y a des choses qui ont été un petit peu retravaillées. Donc ça, c'est plutôt positif. Est-ce que ça suffira pour convaincre le grand public du jeu? Je ne sais pas. En tout cas... moi je vous conseille au moins d'essayer. Je crois qu'ils sont en campagne actuellement sur GameFound, si je ne m'abuse. Oui, ça doit être ça. Au moment où va sortir la vidéo, normalement ils sont en campagne sur GameFound. Je m'attacherai à mettre le lien dans la description. Allez jeter un œil, allez voir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Il y a beaucoup d'interactions à l'intérieur du jeu, donc ça c'est très cool. Voilà. Moi allez, je dirais que je le semi-recommande. En tout cas, je vous recommande d'aller l'essayer pour voir si c'est quelque chose qui peut vous convenir. Voilà. Lume 42, donc, chez Wanna Games. Juste avant de repartir, on a joué Path of Civilization. Path of Civilization chez Captain Games de Fabien Gridel, qui se présente comme un jeu de civilisation en 1h30.
et c'est d'ailleurs une promesse qu'il tient tout à fait. C'est exactement ce qu'on a sous la main, jouable en plus jusqu'à 5 joueurs sans que ça affecte réellement le temps de jeu. Donc ça, c'est plutôt positif. Alors, jeu de civilisation, qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que je trouve que voilà, c'est un petit peu l'appellation à la mode, jeu de civ, il y en a plein qui sortent et j'ai l'impression qu'on met un petit peu tout sous cette appellation-là et que chacun a sa petite définition du jeu de civilisation. Qu'est-ce qu'on trouve concrètement dans Path of Civilization? On trouve un jeu qui présente un arbre technologique au centre, sur des cartes. Donc pour moi, c'est un élément assez central du jeu de civilisation. Un arbre techno avec une progression tout au long de la partie. On trouve pas de plateau central. Ça veut dire pas de contrôle de territoire du tout, hein, donc vraiment il y a aucune notion de contrôle de zone ou quoi dans le jeu, ça n'existe pas, et un système de combat qui est en fait un système de combat gentil dans le sens où c'est de la majorité en fait, hein, donc il y a des niveaux de récompense, celui qui a le plus avancé sur une piste gagne telle ou telle récompense. Bon, très bien. Pourquoi pas, c'est en tout cas la proposition que fait Path of Civilization. Moi je trouve que ça fonctionne très très bien. On y a joué à 3, mais on y a joué à 5, on y a joué à 2, on y a joué... J'ai fait 4 parties au total, donc j'ai vu plein de configurations différentes, ça a marché à chaque fois, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu qui se joue en simultané, d'où l'heure et demie, justement, quel que soit le nombre de joueurs, mais qui contient quand même de l'interaction. Souvent, les jeux en simultané, ce que je leur reproche, c'est qu'il n'y a pas du tout d'interaction entre les joueurs. Chacun fait sa petite tambouille de son côté, et en fait, on s'en fout. Tout le monde fait ça, et puis à la fin, on compte les points, quoi. Non. Là, il y a une vraie interaction, puisque il y a déjà un système de majorité avec les combats. Il y a des rivières d'achat qui vont concerner des merveilles et des personnages, et donc où justement, c'est des cartes uniques. Hein, donc on va se regarder un petit peu pour savoir qui achète quoi. Évidemment, il y a des cartes qui sont plus intéressantes que d'autres en fonction du chemin qu'on aura choisi. Et on a un système qui marche quasiment qu'avec des cartes, qui est vraiment super efficace. Moi, je me régale de tout ça parce que ça va vite. On a une sensation vraiment de développement. En fait, on dit souvent, dans toutes les parties que j'ai fait avec tous les gens avec qui j'ai discuté, en fait, on qualifie le jeu de gros Seven Wonders. C'est-à-dire que on a un aspect très fort qui est mis sur le développement. Donc, on va avoir pas mal de cartes à la fin de la partie, hein, qui seront devant nous, en fonction de ce qu'on aura acheté, des merveilles, des personnages, des cartes d'action, etc. Et donc, on va construire comme ça une sorte d'empire grâce à ces cartes, justement. Et c'est ça qui donne un petit peu cet aspect Seven Wonders, en plus des combats qui sont vraiment très orientés majorité, pas du tout destruction. Moi, je trouve que c'est vraiment très très plaisant, ça marche fort. En termes de rejouabilité, ce qui est proposé, c'est l'arbre de technologie est fixe, c'est-à-dire qu'il y a 4 niveaux de techno, il y a 5 branches différentes, et en fait, c'est des paquets de cartes qui sont toutes les mêmes. Donc à chaque partie, vous allez rejouer avec les mêmes cartes, avec les mêmes bonus dessus et tout ça, donc on pourrait se dire, attention, rejouabilité, est-ce que ça tient la route ? J'ai envie de dire oui, puisque d'une part, on a toute une pelletée de cartes de fin de manche, que ce soit des combats ou des événements globaux qui vont se renouveler énormément. Alors là, il y en a vraiment beaucoup de ces cartes-là. Et il y a également plein de cartes merveilles et de cartes personnages. Il y avait d'ailleurs plein de cartes promotionnelles ASN, et il y en aura peut-être encore d'autres par la suite. En tout cas, il y a un grand nombre de cartes, on va dire, qui va forcément influer sur le déroulement de la partie en fonction de quelle carte va sortir et quelle direction vous avez choisi de prendre. Donc voilà, tout ça fait que le jeu est dans l'ensemble très très intéressant. Moi je dis que on peut faire au moins 15-20 parties sans s'ennuyer, très largement, hein, et au final, un jeu duquel on fait 15-20 parties, moi j'en veux tous les jours, hein, des jeux comme ça, c'est très bien. Au niveau des choix, je trouve que ce qui est intéressant aussi, oui c'est ça, il y a des choix qui sont bien équilibrés. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le trop de choix possible, toutes ces informations qui m'arrivent, comment j'arrive à les gérer et tout ça. Moi, ça me pose pas de problème. Il y a des joueurs que ça dérange vraiment d'avoir des choix qui sont trop larges. Par exemple, comme dans Voyageurs du Tigre du Sud, on se retrouve face à une armée de choix qui est tellement conséquente qu'on sait plus où donner de la tête. Ici, on est quand même un petit peu contraint par ce qui est possible, par ce qui est disponible sur le plateau, mais on a quand même le choix. Donc on est guidé, mais juste ce qu'il faut. On a un pub de départ qui nous donne une petite orientation avec un départ asymétrique, mais vraiment léger. Franchement, ça fait pas une différence énorme. Et puis ensuite, on va être guidé justement par l'arbre techno et la direction qu'on a choisi de prendre, les différents événements, les combats. Voilà, tout ça, ça va guider un petit peu notre jeu et ça va
orienter un petit peu les choix qu'on va faire, qui restent raisonnables, on va dire. C'est pas un bac à sable où on a 50 000 choix qui s'offrent à nous et en fait on est un petit peu perdu par rapport à tout ce qui est possible. Ici vraiment on a quelque chose de tout à fait raisonnable qui tient en 1h30 et jusqu'à 5 joueurs. Et les jeux à 5 joueurs qui sont vraiment bons et qui tiennent en si peu de temps, moi je dis quand même chapeau. Je vous recommande donc très chaudement Path of Civilization chez Captain Games. Ensuite, on a également joué à Evenfall chez DLP Games. Evenfall, premier jeu de Stefano Di Silvio, illustré par le grand Martin Mottet qu'on retrouve notamment sur The Magnificent, que j'avais énormément aimé. J'aime beaucoup son style, très foncé, très marqué comme ça me plaît beaucoup. Evenfall, qu'est-ce que c'est comme type de jeu? C'est un jeu intermédiaire, je dirais, de combo de cartes. Très card driven, on a quand même des ouvriers, mais c'est principalement de la combo de cartes avec beaucoup de texte sur les cartes, donc je vous le dis tout de suite, pour le moment le jeu est dispo en anglais seulement. Il devrait arriver en français chez Matago, normalement, si mes informations sont bonnes, donc on pourra le récupérer au moment où il sera en français, ce sera quand même un petit peu plus confortable. Il y a vraiment beaucoup de texte sur les cartes. Donc du combo de cartes avec un twist intéressant sur les ouvriers, puisqu'on a deux groupes de 4 ouvriers qui sont sur notre plateau personnel. Le groupe d'ouvriers qui se trouve au-dessus est utilisé en fait pour faire un peu toutes les actions du jeu, notamment les actions qui se trouve sur le plateau principal, récupérer des terrains, aller transformer des ressources, voilà. Et les ouvriers du bas qui ne servent pas au départ. C'est-à-dire qu'on peut s'en servir que dans un cas bien précis. Quand on place des cartes de notre main avec des terrains et tout ça, en principe on les met au-dessus, on commence par les placer sur la ligne supérieure qu'on appelle le cercle extérieur. Donc sur ce cercle extérieur peuvent aller les ouvriers du haut, ceux qui servent à tout justement, et ensuite on a des actions qui permettent de déplacer les cartes du cercle extérieur vers le cercle intérieur. Ça se fait en 2 temps, ça prend un petit peu de temps, et au moment où les cartes se retrouvent sur le cercle intérieur, alors à ce moment-là, les ouvriers du bas vont pouvoir être envoyés sur ces cartes justement du cercle intérieur pour les activer. L'inconvénient, bien sûr, c'est que déjà ça prend un petit peu de temps, donc ça va être une question de timing, à quel moment je décide d'envoyer la carte, parce que tout ce qui est sur votre cercle extérieur, sur la ligne du haut, va vous rapporter des ressources. Une fois par manche, vous avez le droit de collecter toutes les ressources qui se trouvent sur les cartes de la ligne du haut. Une fois qu'elles sont sur la ligne du bas, le cercle intérieur, donc, elles ne rapportent plus de ressources. Il va falloir donc balancer ce que vous faites entre je laisse les cartes au-dessus pour récupérer des ressources parce que j'en ai pour le moment trop besoin, j'ai pas de moteur encore, je suis trop dépendant de ça, et je ramène les cartes dans le cercle intérieur pour pouvoir utiliser mes ouvriers du bas et me servir de 8 ouvriers au lieu de 4, c'est quand même un petit peu mieux. Voilà. Globalement, le jeu fonctionne comme ça. Ensuite, on a une fin de manche qui est rythmée par ce qu'on appelle des combats. Alors, c'est des combats gentils. C'est de la majorité, encore une fois. Majorité de personnages. Il y a en fait 3 plateaux principaux, donc il va y avoir 3 combats, un sur chaque plateau, qui vont rapporter des bonus au vainqueur, et au deuxième vainqueur, et au troisième vainqueur aussi, si on est 4. Et en fait, on va simplement compter le nombre d'ouvriers qu'il y a sur chaque plateau, plus on va pouvoir dépenser à base d'enchères point fermé des ressources, en fait, une ressource particulière du jeu, qui est l'énergie, je pense, ou la lumière, ou je sais pas, ça ressemble à des petits trucs électriques. Voilà, et donc on va dépenser ça, en fait, pour augmenter un petit peu la majorité qu'on a sur les différents types de terrains. Donc, c'est un jeu de combo de cartes, donc moi j'adore ça, à la base, c'est très clair. C'est un jeu avec de l'interaction parce qu'on a ce système de majorité en fin de manche, j'ai envie de dire heureusement, parce que sinon on se retrouverait un petit peu dans la situation où on joue un petit peu chacun dans son coin. Alors, il y a des cartes qui proposent de l'interaction indirecte entre les joueurs. Je pense que c'est que indirect. Je pense pas qu'il y ait de cartes type voler telle ressource à machin ou quoi. Je pense pas, j'espère pas, ce serait mieux. En tout cas, voilà, il y a de l'interaction indirecte aussi un petit peu sur les cartes, mais il y a surtout ce système de majorité qui va faire que on va quand même regarder un petit peu ce qui se passe chez le voisin. Combo de cartes avec, voilà, le seul petit point noir pour moi, c'est la quantité de texte qu'il y a sur les cartes, parce qu'on a un petit peu cet effet à la Ark Nova, c'est-à-dire que vous allez, sur la première partie, et les parties d'après aussi potentiellement, vous allez passer en fait du temps à lire les cartes et à regarder ce que vous avez en main avant de pouvoir commencer à jouer, donc potentiellement un peu d'AP, un peu de ça joue dans son coin parce que t'as joué ça mais je suis en train de lire ma carte donc je sais pas ce que tu fais. Bref, voilà, un petit peu cet effet-là.
c'est pas que c'est négligeable, mais disons que c'est le genre de truc que je suis prêt à accepter, puisqu'après 2 parties, on connaît les cartes. Toutes les cartes ne sont pas uniques en plus, donc il y a un gros paquet de cartes qui peut faire un peu peur, mais concrètement, voilà, on retrouve plusieurs exemplaires de la même carte, et on arrive à des temps de jeu qui sont plutôt raisonnables. Là, on a fait, je crois, 2 manches sur les 3, on a joué 1 heure, on était 4 joueurs. Voilà, moi je pense que c'est des jeux qui sont dans leur format, qui sont bien par rapport à ce qui est proposé. J'espère qu'en faisant la partie complète, j'arriverai à la même conclusion, mais en tout cas, ça m'a donné envie. Et puis bien sûr, qu'est-ce que c'est beau, c'est vraiment magnifique. Moi j'adore le travail de Martin sur les cartes, c'est vraiment superbe. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé la partie, je vous le recommande très chaudement également. J'y retournerai dès que c'est disponible en français, et j'en referai quelques parties et j'en ferai une vidéo s'il y a lieu. Mais en tout cas voilà, Evenfall chez DLP Games, et a fortiori, je pense, normalement, chez Matago. On va passer maintenant aux jeux que j'ai pu essayer, mais qui sont encore au stade de prototype. Donc ils sortiront pas cet SN, mais probablement un petit peu plus tard. J'en ai essayé 3, et donc on va commencer par le plus lourd, celui qui nous a pris le plus de temps, tout jeu confondu sur le salon, c'est Civolution, de Stefan Feld chez Deep Print Games. Alors, Civolution, c'est un jeu qui devrait sortir à SN 2024, d'ici une petite année donc, et qui devrait profiter d'une campagne de financement participatif au début de l'année 2024, mais le jeu qu'on a pu essayer est à 95% terminé. Donc, ça c'est plutôt cool, ça veut dire qu'on a quand même un produit qui s'approche énormément du produit final. Civolution, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu très costaud. On y a joué 4 heures, explication incluse bien sûr, mais c'est pas pour rien, c'est quand même qu'il y a énormément de choses. On disait tout à l'heure, c'est plutôt guidé. C'est pas guidé, ça l'est pas du tout. Là c'est vraiment très très ouvert, on a 8 phases de jeu, 4 manches, 24 actions disponibles, des scorings intermédiaires, un méga scoring final, énormément d'éléments, plein de choses à prendre en compte, plein d'axes stratégiques sur lesquels jouer, et c'est à nouveau un jeu qui se présente comme un jeu de civilisation, on y revient. Du jeu de civilisation, ça n'a rien à voir avec Path of Civilization, c'est pour ça que je dis que les jeux de civilisation, c'est hyper large. On peut tout mettre dedans. Et voilà, je trouve que c'est un peu une appellation fourre-tout qui veut pas dire grand-chose en fait. Qu'est-ce qu'on trouve comme élément dans le jeu ? On trouve d'abord un plateau central. On a un très grand plateau avec plein de zones de jeu différentes qui sont liées à différents bonus qu'on va pouvoir découvrir au fur et à mesure, donc il y a de l'exploration. On a également un système de technologie avec des pistes sur lesquelles on va progresser, qui vont nous permettre de débloquer différents trucs au fur et à mesure, avec des cartes qui sont associées, avec des niveaux justement de technologie, avec des effets qui sont apportés qui sont différents. Il y a plein de paquets de cartes vraiment costauds en plus, avec un petit peu de lecture dessus, mais c'est normal, il faut bien détailler un petit peu les effets. Et donc le tour de jeu se passe comme ça. Donc parmi les 8 phases de jeu, il y a une phase d'action, le reste c'est quand même globalement de la maintenance ou du scoring. Pendant la phase d'action, chacun son tour, on va faire une action en utilisant 2 dés. Donc en fait, on va faire à chaque fois des couples, des paires avec les dés qu'on lance. Attention, on lance des dés dans le jeu. Ça, c'est vraiment important. Si vous êtes allergique à ça, il faut le savoir. Évidemment, on a des modificateurs, on peut faire du plus 1, moins 1 avec tout un tas de trucs. On a même des dés bonus, des dés jokers qui arrivent. Bon, on lance des dés et on réalise des actions à partir de ces dés. Donc on fait des combinaisons, en fait, toujours entre 2 chiffres qui se trouvent sur les dés pour réaliser une action particulière. Je vais pas vous détailler tout ce qu'il y a dans le jeu parce que c'est vraiment beaucoup trop lourd. Ce que je voudrais mettre en avant, c'est que il y a énormément de très bonnes idées mécaniques. Ça marche vraiment très bien. On sent l'expérience de Stefan Feld, concrètement. Il y a plein de choses. Le tableau de cartes marche ultra bien. On va construire en fait le tableau de cartes à base de colonnes qu'on va spécialiser. Dans chaque colonne, on va mettre qu'une seule couleur de carte. Donc il faut bien choisir où est-ce qu'on la met au départ parce qu'on a différents niveaux. Plus le niveau est bas, plus la carte coûte pas cher, mais plus le niveau est haut, plus elle coûte cher, mais plus elle rapporte 2 points, évidemment. On a un système qui fonctionne bien au niveau de la manche, c'est-à-dire que le nombre de tours qu'on va réaliser, c'est combien de fois les joueurs vont reset leurs dés, vont récupérer tous les dés, les relancer. Et donc ça, en fait, ça va faire bouger un petit marqueur au bout de X fois qu'il a bougé. Hop, on refait un dernier tour et on passe à la fin de la manche. Le système de scoring est également ultra bien pensé puisque on a
pile le bon nombre d'éléments, hein, qui est sous forme de petits marqueurs de scoring, et en fait on va les placer sur les différents endroits. Donc on va les placer sur le scoring de fin et sur les scorings intermédiaires. À chaque fois il y en a 2 qui vont sauter parmi les 8, je crois, 8 critères de scoring, et en fait c'est ça qui va faire justement toute la renouvelabilité du jeu. Alors bien sûr en plus avec les cartes de techno et tout, bon, ça fonctionne très bien. Il y a un reproche que j'ai envie de faire, et c'est ça qui a fait que ça m'a pas suremballé. Enfin, j'ai vraiment bien aimé ce qu'on a fait, hein. Je trouve que le jeu était très chouette, mais il y a quand même un petit truc qui m'a dérangé, c'est que ça joue quand même relativement tout seul. Alors vous allez me dire, c'est Stefan Feld, what did you expect? Effectivement, je trouve quand même que là on joue vraiment solo. En plus c'est dommage parce qu'on a une map, et en fait l'interaction sur la map elle est très légère. On a dû un petit peu je te pousse, t'as un effet négatif mais moi aussi parce que je t'ai poussé. Bon allez, admettons, il n'y a pas du tout de destruction, il n'y a pas de truc vraiment rédhibitoire, trop direct, trop conflictuel. Je trouve ça dommage. Sur une map, j'aurais voulu qu'il y ait vraiment beaucoup plus d'interaction, que ce soit plus tendu. Là, on a joué à 3 joueurs, c'était vraiment pas tendu du tout. Je doute qu'à 4, ce soit beaucoup plus tendu parce que la map est immense. À 2, ce serait encore pire. Dommage. J'aurais voulu qu'il y ait vraiment plus de tension sur ce plateau central, c'est le reproche que je ferais au jeu. Maintenant, sur le reste, ça sent quand même plutôt bon. Prévoyez une table de 4 mètres de long parce que c'est très grand, les plateaux joueurs sont immenses. Voilà, vous avez certainement vu des photos, mais en tout cas, il y a des choses qui sont vraiment intéressantes dans le jeu, qui sont bien pensées. Est-ce que ça mérite d'y jouer autant de temps? Je pense qu'une fois que tout le monde a une partie dans les pattes, on peut descendre à 3 heures, 2h30, 3 heures de partie à 4 joueurs. Et à mon avis, ça va être raisonnable par rapport à ce qui est proposé. Voilà, manque juste un petit peu cette partie interaction. Civolution, donc, chez Deep Print Games, à venir pour Essen 2024 avec la campagne potentiellement début 2024. On continue cette catégorie prototype avec cette fois-ci Sankoré chez Osprey Games de Fabio Lopiano et Mandela Fernandez avec au pinceau Yann O'Toole. Le grand Yann O'Toole, bien sûr, vous savez que j'aime beaucoup ce qu'il fait. Sankoré, c'est la suite, on va dire, en tout cas c'est dans le même triptyque, normalement ça devrait être 3 jeux, que Merv, qui est déjà sorti en français. Merv qui m'avait pas beaucoup plu, à vrai dire. J'ai pas réussi à accrocher au jeu parce que il y avait un système de rondelle centrale qui marchait très bien, le tour de jeu était bien fichu, et j'aimais bien ce qu'on y faisait justement avec ce système en croix au centre. Malheureusement, les éléments étaient très limités, on avait en fait un axe de jeu qui se créait, et qui, s'il n'était pas suivi, ne permettait pas d'arriver jusqu'à la victoire. Donc un petit peu dommage, j'avais fait quelques parties, puis c'était reparti parce que de toute façon, c'était pas, voilà, ça m'avait pas suffisamment convaincu. Ici, pour Sankoré, on a un nouveau jeu, quasiment complet. En fait, on retrouve des éléments, notamment des éléments visuels, puisque dans le jeu, le plot, c'est qu'on va dispenser des enseignements. On est à la tête d'une université, on va donner des enseignements à nos élèves. Et donc, on va enseigner 4 matières, théologie, astronomie, mathématiques et droit. Je sais pas exactement à quelle époque on est, à quelle période, à quel endroit, même à vrai dire. Je me renseignerai un petit peu plus sur le synopsis si je fais une vidéo du jeu complet quand il sortira. Mais simplement, voilà, on va faire des enseignements, et donc chaque enseignement a une couleur particulière et va apporter des points d'une certaine façon. Ce qui est intéressant, c'est que chaque enseignement va également permettre de récupérer des tokens, des livres en fait. Des livres qu'on va placer dans une bibliothèque qui est commune à tous les joueurs. Bibliothèque qui possède 3 rangées, hein. Et à la fin de la partie, on va prendre chaque rangée, et sur chaque rangée, on va prendre le majoritaire, le deuxième majoritaire en termes de couleur de livre, hein, donc de type d'enseignement, et les joueurs vont marquer des points en fonction du nombre d'étoiles qu'ils possèdent des différentes couleurs qui auront eu des points attribués dans cette grande bibliothèque. Donc ça, c'est très cool comme système parce que ça crée beaucoup d'interactions, ça crée des intérêts communs entre les joueurs. Moi, c'est un type d'interaction que j'aime quasiment le plus parce que c'est pas des livres à la couleur des joueurs où vraiment là, il y a un seul intérêt, entre guillemets, pour un joueur, c'est de mettre des livres à sa couleur. Non, là, c'est des livres de différentes couleurs et tous les joueurs peuvent aller récupérer des étoiles de cette couleur. Donc forcément, il y a des intérêts qui vont se créer entre les différents joueurs. Voilà, moi j'adore ça. Je trouve que c'est quelque chose qui apporte énormément au jeu, en tout cas de ce que j'en ai vu. Le jeu se joue, c'est une succession de tours, il n'y a pas de manche en fait à l'intérieur du jeu, et en fait on joue jusqu'à ce qu'une zone soit remplie
intégralement, donc une action a été pratiquée X nombre de fois. On a joué, je pense, un quart ou un tiers de partie quand on était à SN, donc ça a été quand même assez court, mais on a pu voir quand même les différentes façons de scorer avec les différentes matières qu'on pouvait enseigner. Moi, je trouve que c'était vraiment très chouette ce début de partie, je me suis beaucoup amusé. Alors, attention, je reste quand même sur mes gardes, puisque au moment où j'avais lu les règles de Murph, j'avais trouvé ça très très intéressant aussi, et je m'étais dit purée, c'est prometteur, et finalement ça l'était pas. Donc voilà, j'espère que Sankoré, une fois qu'il sortira, nous donnera en fait satisfaction, hein, par rapport au début de partie que j'ai vu, que ça ira dans le même sens. En tout cas, j'ai pas du tout regardé quand est-ce que ça devait sortir ou quoi. Ni si ce sera francisé d'ailleurs, puisque la VF de Murph était assurée par Atalia. Je ne sais pas si ce sera le cas pour celui-là aussi. En tout cas, ça reste à voir. Je vous conseille de garder un œil dessus parce que vraiment, ce qu'on a fait, c'était très chouette. Donc, Sankoré chez Osprey Games. J'ai gardé le meilleur pour la fin, puisque je vais vous parler de la grosse surprise du salon, en tout cas le jeu qui m'a le plus convaincu, le plus plu parmi tout ce que j'ai pu essayer. En plus c'est du prototype, j'avais pas forcément les règles avant, donc voilà, j'ai été très agréablement surpris. Il s'agit de Galactic Cruise chez Kinsunkey Games. Galactic Cruise se présente comme un jeu toujours dans l'espace. Vous allez me dire encore un jeu dans l'espace, pas évidemment. C'est mon truc, c'est comme ça. Et en plus, devinez qui est au pinceau, il y a Notool. Incroyable, tous les éléments sont réunis, les planètes s'alignent. Voilà, Galactic Cruise, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu qui se présente comme un Lacerda à peine plus léger, un petit peu en dessous, un petit peu comme Pampero, que j'avais déjà eu l'occasion de présenter, voilà, pour vous donner un petit peu en termes de niveau, de profondeur. Donc du jeu quand même assez costaud, où on va proposer des voyages de l'espace. On est des sortes d'agences de voyage, sauf qu'on propose des voyages spatiaux. Donc on va, pendant le jeu, tout faire pour préparer les voyages spatials qu'on va donner, et on va ensuite concrétiser ça c'est plutôt cool. On va à la fois programmer le voyage spatial et ensuite l'exécuter. J'aime bien les jeux où on fait comme ça un petit peu toute la chaîne, on prépare tout un tas de trucs et ensuite, paf, deuxième phase, on exécute ce qu'on a mis, ce qu'on a planifié, hein, ce qu'on a voulu mettre en place. Bon. On prépare, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va devoir faire? Eh bien, on va devoir collecter tout un tas de ressources, assembler notre navette avec les différentes salles, les différentes chambres en fait qu'on va mettre sur la navette, les différentes zones de jeu, machin. On va planifier le trajet, on va récupérer des passagers et ensuite on va effectuer le trajet, donc décollage de la navette. On fait le trajet et on revient jusqu'à la planète d'origine. Donc voilà, super bien. Au niveau de la thématique, j'étais ultra emballé, évidemment. Quand j'ai vu la couverture, j'étais plus qu'ultra emballé, donc voilà. Le jeu se passe comment concrètement? On a un système de tour de jeu où on va faire deux actions. C'est du placement d'ouvriers, on a des petits ouvriers sur notre plateau, on va les envoyer sur un des 6 emplacements d'actions du jeu. 6 emplacements qui proposent chacun 2 actions et qui sont reliés entre eux par un système de roues crantées. Entre chaque paire en fait d'actions, il y a de la place pour des roues crantées de chaque joueur. À notre tour, on va donc faire 2 actions, soit parmi les actions sur lesquelles on a placé notre meeple, tout simplement, on peut répéter plusieurs fois la même action, pas de problème, soit on va réaliser une action qui est reliée par des petites roues crantées, que ce soit les nôtres ou celles des adversaires. Si c'est celle des adversaires, on leur paye une petite taxe bien sûr. Mais voilà, une fois que toutes les actions sont reliées par des roues crantées, on a accès en fait à toutes les actions. Et ça c'est plutôt intéressant. Les actions qu'on peut réaliser, c'est quoi? C'est toute la planification dans un premier temps. Donc on va pouvoir aller chercher tous les éléments dont on a besoin. On a un système de ressources, on a des rivières de cartes, de tuiles, de tout ce qu'on veut. Très intelligent. On a un système de rivières qui ne se remplit pas immédiatement. C'est-à-dire que remplir la rivière de cartes bonus, par exemple, c'est une action. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'on y gagne à remplir la rivière si c'est pour que le voisin se serve dedans ensuite? Chaque fois qu'on va remplir, on va récupérer des ressources, beaucoup de ressources. Vraiment très intéressant le fait de remplir une rivière complètement vide. Et moi je trouve que c'est plutôt bien parce que ça limite les effets d'opportunisme, type j'ai pioché cette carte-là, et hop, il y a une nouvelle carte qui pop, et c'est le suivant qui la récupère. Bon, c'est toujours un petit peu chiant. Non, là, je décide de renflouer la rivière avec tel élément, et en contrepartie, j'obtiens des ressources. Donc ça, c'est cool. Ça donne en fait le contrôle sur à quel moment on va remplir les différentes rivières.
Plutôt bien. Ensuite, on va construire en fait notre navette. Donc on va ajouter des éléments à l'intérieur, donc qui ont différentes couleurs. On va essayer de les accorder aux couleurs de passagers, aux couleurs de trajet, etc. Et une fois qu'on a tout préparé, qu'on est prêt à faire le voyage, on va faire l'action de on lance la fusée. Et là, c'est ultra bien fait. Alors, vous allez me dire, je suis vraiment un fanboy de la thématique spatiale, mais c'est vrai. En fait, on va lancer notre petite fusée, et comment ça se passe ? L'action est divisée en 5 phases, et en fait, les 5 phases, on va simplement faire comme si on faisait un décompte à côté de la fusée, et tac, du coup, tac, 5, vérification des moteurs, tac, on met telle tuile sur le truc, tac, ouais, hop, moteur ok, 4, hop, on avance sur tel truc. Franchement, le gars nous faisait en même temps le roleplay du truc. Franchement, j'adorais. Je trouvais ça génial. Vraiment, tous les mecs du stand étaient là. 5, 4. C'était trop bien à faire. Bref, c'est vraiment du détail, mais moi, ça m'a plu. Et une fois que vous avez lancé la fusée, vous allez effectuer les différentes étapes de votre voyage. Donc il y a des voyages qui sont plus ou moins longs. Vous allez passer par des endroits qui sont plus ou moins intéressants, qui vont faire du scoring. Toute cette partie-là, en fait, c'est la partie qu'on n'a pas tout à fait vue pendant la game parce que on a déjà travaillé, en fait, on a joué pendant 1h30, explication comprise, et donc on s'est déjà intéressé au système de jeu et aux différentes zones qui étaient déjà bien assez costauds. Ensuite, on a joué quelques tours, on a pu faire décoller une fusée, mais on s'est pas vraiment intéressé aux différentes étapes pour savoir ce qui s'y passait, parce que c'est ça aussi qui fait que le jeu est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va marquer comme point et comment est-ce qu'on peut préparer notre fusée pour qu'elle soit le plus optimale possible quand elle arrivera justement dans son voyage de l'espace. Voilà, moi je trouve que ce système-là marche très très bien, programmation et ensuite action derrière où on réalise concrètement ce qu'on a prévu, c'est bien cohérent dans l'ensemble, c'est cool, j'adore ça. Le jeu est joué en 3 manches. Chaque manche, en fait, c'est un nombre de cubes qu'on va placer. Les cubes qu'on place, c'est quand on fait décoller une fusée. On va mettre un petit cube à notre couleur. Il y a un scoring sur tel élément. Ça doit être de la majorité, un truc comme ça. C'est pareil, le scoring, on n'a pas vraiment eu le temps de le faire, mais je vois comment ça marche. Durée globale du jeu, 3h30, certainement, sans les règles. Donc, costaud. Quand je vous dis petit Lacerda, c'est quand même petit Lacerda. Voilà. Je pense que ça va vraiment envoyer très très fort. J'ai hâte d'y retourner, bien sûr. Alors il y a plein d'effets de cartes, plein de trucs qui sont assez balèzes et tout, donc très sympa, un petit peu de combo en même temps, donc très cool. J'ai une micro-appréhension, franchement, c'est vraiment pour dire, parce que je voudrais pas que on passe 3h30 à boucler sur ce que je viens de vous décrire là. À envoyer des fusées, on fait des voyages, on reprépare, on envoie des... En fait, je voudrais qu'il y ait une montée en puissance au cours de la partie. Je sais pas sur quel élément ça peut se faire. Je pense que c'est sur les voyages qu'on va faire, le nombre de personnes qu'on peut accueillir et tout. Je voudrais vraiment qu'il y ait une amélioration au fur et à mesure du jeu, au fur et à mesure des 3 manches. Pas qu'on répète simplement les mêmes opérations avec le même assemblage, avec des fusées différentes, ok, mais qui sont de la même force. Bah voilà, peu importe. Mais juste, voilà, j'aimerais bien qu'on ait cette montée en puissance. Et bah voilà, c'est ma seule toute micro-appréhension sur le jeu. J'ai oublié de parler vite fait de l'interaction qui est entre les différents joueurs. Donc déjà, on a ce système d'actions qui sont liées par des petites roues crantées, qui vont nous permettre de faire des actions en payant si c'est la roue crantée de quelqu'un d'autre, mais on a aussi le système d'ouvriers. Il y a 6 cases pour placer des ouvriers, et en fait, si on va sur une case où il y avait déjà un ouvrier, le gars qui était déjà présent, il récupère son ouvrier et il reçoit un revenu. Donc, interaction positive, super cool, on a la possibilité de se placer, mais on sait qu'on va faire gagner quelque chose à l'adversaire. Donc très bien. Voilà, d'une manière générale, le jeu m'a vraiment séduit, fort, convaincu, complet. Pourtant, on a joué sur un plateau proto, blanc, enfin... Il y a que la couverture qui est faite en termes d'artwork, donc voilà, c'était vraiment full blanc, ça m'a suffi. Donc j'ai vraiment hâte d'en savoir plus. Le Kickstarter, ce sera par Kickstarter ou financement participatif. Ça devrait partir au début de l'année 2024, qui va donc être plutôt chargé, et il y a des trucs qui vont arriver. Début 2024, je vais essayer de choper un prototype. Je vais tout faire pour pouvoir vous le présenter en vidéo, parce que vraiment, je me suis régalé. C'est le jeu que j'ai préféré faire sur tout SN, et c'est qu'en état de prototype, donc imaginez si ça avait été un vrai jeu. Voilà, Galactic Rose chez Kinson Key Games.
Voilà pour ce gros débrief d'Essen 2023. J'espère que la vidéo sera pas trop longue. À chaque fois, je me dis, allez, on essaie de faire court et tout. À chaque fois, je m'emballe de ouf. Ça se trouve, ça va faire 1h30. Bref, j'espère que non. On va voir ça à la sortie. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir pu jouer autant à ce Essen. Je répète, meilleure édition d'Essen pour le moment que j'ai pu faire. J'ai ramené, bien sûr, quelques autres jeux. Je vais les essayer au fur et à mesure. Il y a des jeux que j'ai très envie d'essayer, notamment Kutna-Hora. Il y a d'autres jeux que j'ai pu essayer déjà, Evacuation, qui m'ont pas plu pour le moment. J'attends de faire encore une partie. J'en ferai un retour en vidéo, mais je pense que ça va pas du tout marcher. Je reviendrai dessus. Et j'ai également une passion actuelle pour les jeux de pli. Si vous voyez un petit peu ce que je poste sur les réseaux, clairement en ce moment les jeux de pli c'est vraiment grave mon truc. Donc j'en ai ramené plein. J'en ai des caisses qui sont sur la table, là j'en ai partout. J'en parlerai dans une autre vidéo, on en parlera également dans les voituriers parce que Romain est passionné par ça aussi. Donc voilà, on reviendra sur ces jeux de pli. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vais pas en faire plus que ça. C'était Ben pour les recettes ludiques, à bientôt, ciao.